Et bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Livres ésotériques anciens. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouvel article du voile d'Isis en 1912 toujours. Donc comme je vous expliquais, on va un petit peu épurer le voile d'Isis puisque là pour l'instant c'est là où je trouve mes ressources. J'ai d'autres revues comme le Mercure de France, le Monde psychique, l'Étincelle, le Lotus bleu, l'initiation, mais l'initiation Papus j'aime beaucoup aussi, c'est juste que c'est toujours des articles très très longs. J'ai Curiosa aussi, qui était très intéressant, je crois que c'était Bosque, hein, oui, qui tient à Curiosa. Pour l'instant, je trouve des choses dans le voile d'Isis, donc je vais vous lire tout ça. On avait aussi le journal Spirit d'Alan Kardec. Mais on va rester un petit peu quelque temps sur le voile d'Isis, et puis quand ça me viendra, je vous changerai un petit peu les choses. Donc là, on est sur un article de 1912 qui est écrit ici par Mark Haven, qui s'intitule Cagliostro et sa haute magie. Donc je le prononce à la française, Cagliostro. Donc je rappelle aux personnes qui arrivent sur la chaîne que nous sommes vendredi, donc il s'agit d'un article ésotérique ancien commenté. Et le lundi et le vendredi, vous avez des lectures de livres de ces mêmes auteurs ou autres, en livre ésotérique, le lundi ou le dimanche, livre ésotérique directement de ces auteurs. Et vous avez l'espace membre qui soit s'est déjà créé, soit va se créer, je sais pas encore sur quelle date, avec des livres un petit peu plus poussés. Voilà, si vous aimez ce type de lecture, si vous souhaitez d'autres articles de revue, vous pouvez penser à vous abonner, sachant qu'en plus en fin de revue, j'essaye toujours de vous trouver des petites nouvelles croustillantes, des petits potins de l'époque ou des petites pensées philosophiques de certains. Des choses qu'on peut difficilement trouver dans d'autres livres et qui sont souvent représentatifs de la vie qu'on menait à cette époque. Voilà, donc je rappelle aussi que sur cette lecture commentée, il y a très peu de montage, donc merci de ne pas m'en tenir rigueur. Merci à vous aussi pour vos commentaires, vous pouvez réagir bien sûr. Allez, c'est parti pour la lecture. Vous savez que Cagliostro, c'était quelqu'un qui était quand même assez critiqué à cette époque, et justement on a Mark Haven qui a refait un texte à ce sujet, histoire de lui redonner un petit peu ses lauriers. Papus en avait parlé aussi, et c'était félicité de cet article qui remettait un petit peu les pendules à l'heure. Comme vous savez, à l'époque, ils avaient tendance toujours à se juger, à se critiquer les uns les autres à travers les journaux. Donc ici, on a aussi une petite réponse à certains qui avaient critiqué Cagliostro. Mark Haven, dont on a un livre sur la chaîne qui est très intéressant sur la magie d'Arbatel, je vous conseille d'aller voir, c'est vraiment un très beau livre. Cagliostro. Quel nom peut évoquer plus d'intérêt, plus de curiosité? Quel nom est aussi connu que celui-là? Adressez-vous à des gens du peuple sans culture, ensuite à ces savants, à des gens du monde, parlez-leur de Simon le Mage, de Corneille Agrippa, de Paracelse même. Quelques-uns, peut-être, en auront entendu quelque chose, mais pour la plupart ce seront des noms inconnus, n'éveillant en eux aucun souvenir. Puis, parlez de Cagliostro, et voyez la différence. Tous le connaîtront peu ou moins, peu ou beaucoup, en mal ou en bien. Mais pour les ignorants comme pour les savants, Cagliostro sera quelqu'un, ce sera l'homme qui prédisait les numéros gagnants à la loterie, le magicien qui évoquait les morts, qui guérissait les incurables, qui dirigeait les destinées des princes, peut-être celles des peuples, ce sera l'alchimiste, l'hypnotiseur, le grand maître de la franc-maçonnerie. Donc, petite coupeur à ce moment, Cagliostro, effectivement, aujourd'hui, si vous donnez, comme quoi on a changé d'époque, là on parle de 1912, donc il dit ces mots en 1912, aujourd'hui, quand même, dans la majorité de l'ésotérisme, on dit Agrippa, ça résonne un petit peu. Paracelse, je crois que là, carrément. Et Simon le Mage, il faut voir, c'est en rapport avec Jésus, en général, on les compare tous les deux. Mais quand même, en général, Paracelse en premier, Agrippa, Simon le Mage. Et je pense même que si on interrogeait n'importe qui dans la rue, les gens connaîtront forcément plus un des trois qui sont là que Cagliostro. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est ce que je pense aujourd'hui. On continue. Avec tel ou tel titre, sous un habit ou sous un autre, Cagliostro est un personnage connu. Figuier l'a fort justement fait remarquer, chaque hermétiste, chaque thaumaturge a sa spécialité, son genre particulier.
Cagliostro, au contraire, possédait les pouvoirs extraordinaires attribués à tous, et pas une branche des sciences secrètes ne lui était étrangère. Dans toutes, il accomplissait des merveilles, tous les groupes se réclament de lui. De plus, il a joué, sinon un rôle politique, certains le nient, du moins un rôle important dans le monde où se nouaient et se dénouaient toutes les intrigues politiques. Ben oui, qui dit société secrète forcément, dit politique, surtout la société secrète qu'on a évoquée, aujourd'hui, c'est quand même principalement ça. Et ça reste quand même, désolé si ça, après vous pouvez réagir, mais ça reste quand même une des confréries qui a le plus d'action à ce niveau, politique. En outre, Cagliostro n'est pas loin de nous, alors qu'un Apollonius de Tyane, qu'un Albert le Grand, qu'un Nostradamus se perdent déjà dans la nuit des temps. Lui est notre prédécesseur immédiat. Alors, vous voyez, aujourd'hui vous dites Nostradamus, faut voir, parce que certainement que ça va résonner beaucoup plus que Cagliostro. Et ça veut dire qu'à l'époque, il avait quand même une certaine importance. Et c'est ça qui va nous intéresser, je parle de Cagliostro. Le procès du collier, la Révolution française date d'hier. Le magnétisme, la franc-maçonnerie ont un siècle environ d'existence. Donc on est en 1912, dit un siècle environ d'existence, on arrive à 1812. Sauf que on a quand même des traces qui sont bien plus lointaines, même un petit peu avant la Révolution. Leur évolution rapide, leur développement est l'œuvre de 2 ou 3 générations à peine, et nos grands-pères étaient les contemporains de Cagliostro. Ils peuvent nous en parler, avoir connu ses disciples et garder de lui ou d'eux des traditions orales qui conservent la fraîcheur et le charme des traditions personnelles. Oui, ça se perd de plus en plus. Et malgré cela, Cagliostro, dont tous aiment à parler, reste mystérieux. Ayant eu de son temps autant d'ennemis que d'admirateurs, il subit le heurt d'opinions contradictoires. On discute encore âprement de ses actes, ce qui veut dire qu'on attaque sans ménagement sa mémoire, la critique, préférant toujours détruire ces autels anciens qu'en construire de nouveaux. Les historiens, surtout, le traitent fort mal, intrigant, imposteur, prestidigitateur. Cagliostro n'est pour eux qu'un aventurier égaré au milieu des événements de la fin du XVIIIe siècle. Les occultistes eux-mêmes, si désireux de se découvrir des aïeux célèbres, n'ayant pas en général grand éclat personnel à faire briller, et qui devaient défendre Cagliostro, ne parlent de lui qu'avec prudence, de peur de se compromettre. Ils en font, suivant leur école, un hermétiste, un envoyé secret des Templiers, ou simplement un médium guérisseur. Cette divergence d'opinion parmi les soi-disant adeptes d'une même doctrine n'a rien qui doive surprendre. L'occultisme n'est, en effet, ni une doctrine précise, ni une secte homogène. C'est un groupe fictif où se rencontrent des esprits de toutes espèces, depuis le plus lourd positivisme jusqu'au subtil mystique. Beaucoup d'ignorants vaniteux, de quelques lectures incomprises, quelques ambitions, un petit nombre de savants à qui le tourment de l'unité ne laisse pas de repos, vrais juifs errants du savoir, et plus rares encore quelques êtres de bonne volonté, les meilleurs qui cherchent là, comme ils le feraient ailleurs, un travail utile à faire pour Dieu ou pour les hommes. Tous ces gens se coudoient. Ah ben voilà un mot, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus un mot de l'époque. Fraternisent avec pompe, se séparent avec fracas, passant de l'enthousiasme le plus vif les uns pour les autres aux rancunes les plus féroces. Leurs béatifications sont aussi imprévues que leur excommunication et aussi bruyantes. Excommunication, c'est ça. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais je voulais quand même faire un petit édito sur Cagliostro. Je vais voir par exemple ce que je peux trouver en quelques phrases sur la personne que c'était, au moins pour informer les personnes qui ne savent pas qui c'est. Alors, je me suis servi de l'intelligence artificielle, je vous ne cache pas, c'est histoire d'avoir quelques données, mais juste pour savoir, certainement aujourd'hui, comment on nous présentait Cagliostro. Alors, Cagliostro, de son vrai nom, Giuseppe Balsamo. Donc, il est né en 1743 et il est mort en 1795. Bon,
On verra, encore une fois, vous avez vu, 52 ans, c'est pas énorme, ils sont nombreux quand même, mais bon, après c'était à l'époque. Donc c'est un personnage historique fascinant, à la frontière entre l'occultisme, la magie et l'arnaque, donc vous voyez, il était controversé quand même. Il est surtout connu sous le nom de comte de Cagliostro, nom qu'il s'était donné à lui-même. Cagliostro était un aventurier, alchimiste, guérisseur, médium et franc-maçon très controversé, qui a parcouru toute l'Europe et se présentant comme un maître des sciences occultes et de la médecine secrète. Les origines, donc, il est né à Palerme, en Sicile, dans une famille modeste. Il voyage très jeune, apprend les rudiments de la chimie, de la prestidigitation et de la fraude. Mais ceci n'empêche pas cela. C'est peut-être pas parce qu'il a enseigné ça, enfin il a appris ça, qu'il était peut-être pas doué quand même sur un autre plan. Il aurait été initié à des mystères orientaux, version qu'il entretient lui-même. Sa renommée, donc il se présente partout comme le comte de Cagliostro, un initié égyptien dépositaire de savoirs antiques. Après, il n'est pas impossible aussi que Markhaven, lui aussi se soit fait avoir, et pareil Pappus. Parce que Pappus en parle aussi. Il soigne, prédit l'avenir, multiplie les démonstrations de magie blanche et se fait passer pour immortel. Bon, on en a connu d'autres comme ça. Il prétend détenir l'élixir de longue vie, la poudre de transmutation alchimique et d'autres secrets hermétiques. On en avait un comme ça dans les années 80, c'était le comte qui était revenu, vous savez, oh mince, je me souviens de cette vidéo, je l'avais déjà vue. Le comte de Saint-Germain, vous vous souvenez dans les années 80-90, qui avait fait une vidéo qui était devenu, je crois, le concubin de Dalida. Ça c'était... Bon, après je les compare pas, attention. Mais lui aussi disait qu'il était guérisseur, qu'il était immortel, qu'il avait guéri je ne sais plus qui, qu'il avait aussi la pierre philosophale. Après c'était peut-être pas les mêmes personnes quand même, c'est pas parce que je les compare, mais ça me fait penser à ça. Parce qu'il avait aussi, lui, la poudre de transmutation alchimique. Franc-maçonnerie et spiritualisme. Fondateur d'un rite maçonnique appelé le rite égyptien, donc c'était une autre branche de la maçonnerie, il initia hommes et femmes à des cérémonies ésotériques inspirées de l'Égypte, mêlant alchimie, prière, rituels de purification, etc. Il affirmait que ces rituels visaient la régénération morale et spirituelle de l'homme. Alors les affaires composaient problème. Impliqué dans plusieurs scandales, notamment l'affaire du collier de la reine qui a entaché la réputation de Marie-Antoinette, arrêté par l'Inquisition en 1789 à Rome pour hérésie et pratique occulte, à l'époque fallait pas rigoler non plus, et condamné à la prison à vie. Il meurt en 1795 dans la forteresse de San Leo. Légende ou imposture, Cagliostro fascine encore aujourd'hui, certains le voient comme un grand initié incompris, comme Hermès Trismégiste, et d'autres comme un charlatan de génie, manipulateur, illusionniste, tout ça. Voilà, donc on saura un petit peu plus qui il est, en tout cas aujourd'hui. Ensuite, c'est une halle plutôt qu'un temple. Comment tous ces gens pourraient-ils avoir sur une question, sur Cagliostro par exemple, une commune opinion ? Donc ça veut dire qu'ils ont quand même du recul, parce que là on parle de 1740, 1750, et eux ils sont en 1912. On me trouvera peut-être sévère, mais depuis 25 ans que je vis au milieu des occultistes, en ayant vu de toutes sectes et de toutes classes, il me semble qu'un seul point les rapproche, qu'un seul trait leur est commun. Tous, quelles que soient leurs apparences, leurs déclarations de principe, recherchent le phénomène. Tous veulent conquérir des pouvoirs exceptionnels sur la matière, sur la vie, ou du moins se persuader les autres qu'ils en possèdent. C'est cette curiosité intéressée, cette envie de dominer sur autrui toujours, qui réunit jadis une foule de disciples autour du puissant Cagliostro. Ce sont ces mêmes sentiments qui, de nos jours, rassemblent de même autour de quelques maîtres moins qualifiés, tant d'esprits disparaître sous le nom vague d'occultistes. Étudier Cagliostro, c'est donc faire la psychologie des occultistes, puisque ces adeptes furent gens de tout pays et de cultures bien diverses.
Et c'est faire cet examen sans risquer de heurter personne. Sans réveiller de sentiments hostiles chez tel ou tel qui pourrait se croire visé dans ses croyances ou lésé dans ses intérêts si nous faisions ce travail sur les occultistes contemporains. C'est aussi scruter la nature intime de la magie sous toutes ses formes. Personne, ses ennemis eux-mêmes le reconnaissaient, personne n'ayant réalisé plus complètement que lui le type du mage, personne n'ayant fait aussi continuellement, aussi publiquement œuvre de thaumaturge. Thaumaturge, vous savez, c'est l'enseignant, hein. Tenter une étude a priori de la magie serait se perdre dans un domaine spéculatif. Ah, j'ai perdu ma page. Pardon. Tenter une étude a priori de la magie serait se perdre dans un domaine spéculatif échappant à toute critique, mais sans intérêt pour la plupart. Compulser les archives du passé, analyser une existence et des faits précis est au contraire la seule méthode susceptible de nous éclairer sur cette question, de nous permettre d'approcher de la vérité. En prenant Cagliostro, sa vie, ses enseignements, ses actes comme sujet d'étude, nous faisons donc, aussi scientifiquement que possible, l'examen du miracle et du mystère. Mais le miracle est une plaisanterie. Mais il n'y a plus de mystère, s'écrieront en chœur les 3/4 des gens. Enfantine protestation, simple bravade, sous laquelle l'homme cache souvent sa terreur de l'inconnu. Le miracle et le mystère vous entourent, vous guettent, pauvres gens, et vous le sentez bien le soir quand vous vous endormez. Le matin à votre réveil, à chaque minute où votre cœur bat, où votre pensée s'agite, à chacune de vos émotions secrètes, artistes, dans chacun des événements imprévus de votre vie, gens du monde, autour de chacune de vos entreprises, hommes d'affaires, derrière chacune de vos expériences, savants. Ce qui est une plaisanterie, ce qui n'existe pas, ce sont les folles explications que vous vous en donnez pour essayer de vous rassurer, sous forme de dogmes scientifiques ou religieux. Niez le mystère, niez le monde inconnu de l'esprit, niez le miracle tant que vous voudrez aujourd'hui. Une heure grave viendra, un soir troublé, où vous vous trouverez un autre langage, où vous vous avouerez votre doute, où vous chercherez à tâtons quelques rochers qui ne tremblent pas. D'ici là, que vous opposiez des négations ou des systèmes fantaisistes à la mystérieuse réalité, cela ne gêne pas beaucoup le cours de la nature, mais cela ne diminue en rien non plus le trouble profond que vous porterez au fond de vos cœurs. Donc en gros, ok, on a beau nier certaines évidences, si un jour ces gens qui nient ces évidences absolues parce que elles sont pas référencées nulle part et que voilà, ça fait partie entre guillemets de croyances, n'empêche que le jour où ça vous arrive, eh ben c'est peut-être une croyance, mais ça vous est arrivé, donc pour vous c'est une réalité quoi qu'il en soit, quoi qu'on explique. Et ce jour-là, ça va être beaucoup plus compliqué pour les gens qui croient en rien. Lorsqu'un événement arrive, c'est là que tout est compliqué, parce que ça remet en question beaucoup de dogmes profonds, beaucoup de certitudes, et ça peut être très violent. Ces réflexions m'ont beaucoup engagé à publier mon étude sur Cagliostro. Je songeais à toutes ces fausses interprétations des phénomènes extraordinaires, à toutes les illusoires explications qu'on en donne. Je sentais surtout quel irrésistible attrait le merveilleux a pour toute âme humaine. Quelles angoissantes questions elle se pose, lorsque subitement, sans raison apparente, un coin du rideau se soulève. On pense toujours au voile d'Isis. Un événement surgit, forçant l'attention, tout change. Le monde apparaît nouveau. Toutes les convictions antérieures, tous les systèmes admis jusque-là s'écroulent, vous voyez ce qu'on dit, hein. Un vertige saisit l'esprit, le prépare à toutes les faiblesses. Prêt à n'importe quel engouement, il cherche tremblant autour de lui l'artisan de ce miracle, le génie à séduire par d'humbles offrandes, le diable à conjurer par de violents exorcismes. Et oui, là ça devient compliqué puisque comme on ne s'est pas intéressé à tout ça, il n'y a pas de connaissance au final, donc on peut faire n'importe quoi. Donc attention. De même, dans les montagnes, le voyageur assiste parfois à de troublantes apparitions. Là, aujourd'hui, avec les téléphones portables, il y a de plus en plus de choses qui circulent sur Internet. Alors, ok, il y a des fakes. Mais le fait que tout le monde ait de quoi filmer quelque part dans le monde entier, c'est vrai que il y a quand même des choses où on peut se poser des questions. Et même les amis, s'il y avait que une de ces vidéos, ne serait-ce qu'une de ces vidéos qui serait vraie,
imaginer ce que ça voudrait dire. Il n'a pas besoin que tout soit juste au final. Lorsqu'il a, pour quelques ascensions du lendemain, gagné le soir un de ces chalets perdus dans les neiges où l'on doit attendre l'aurore, souvent dans la fièvre de la marche, ne pouvant rester couché, il devance l'heure du départ, se lève et vient s'asseoir dans les ténèbres devant la porte du refuge. Un silence absolu, une nuit sans lune, l'enveloppe lourdement de leur voile impénétrable. C'est à peine s'il entend au loin par instant la pierre qui roule au flanc de la montagne sous le pied du chamois, ou les gouttes d'eau qui tombent du rocher au ruisseau. Tout est noir, sans forme, sans vie. Des êtres l'entourent, peut-être muets, observateurs, cachés dans l'ombre. S'ils essaient de percer l'obscurité, de devenir des formes, des fuites d'ombre, des limites dans la masse sombre qui l'enserre, c'est à force d'attention. Et ce qu'il croit percevoir n'est souvent que l'œuvre de son imagination enfiévrée. Oui, pas toujours. Le temps passe. Il a peut-être dormi. Soudain le ciel s'éclaire. Des fonds, où stagnant les ténèbres, surgissent les pics des vallées, des forêts. Sur le ciel, les cimes se découpent. Les glaces s'irisent. Où l'ombre s'épaississait, en un bloc impénétrable, 1000 formes se dessinent et prennent du relief. C'est un monde qui sort du néant, c'est une création. Les sens troublés, éblouis, l'homme est prêt à tomber à genoux, cherchant le ciel éclairé, l'artisan de cette magie, qu'il soit ange ou soleil pour l'adorer et l'approcher. Et cependant, qu'y a-t-il eu? Bien peu de choses. Un rayon de soleil a traversé la nuit, et tout a changé. Le ciel a envoyé sur terre vers le pauvre être aveugle un peu de cette force, qui s'appelle lumière au firmament, vérité dans le monde moral. Et ce rien a produit la merveilleuse explosion d'un jour de réalité dans le cœur de l'homme et sur la terre. Je me souviens d'avoir assisté un matin sur les Alpes à cette éblouissante féerie. Qu'est-ce qu'une table qui remue, qu'un peu de plomb changé en or, qu'une guérison inattendue, ou les exercices d'un hypnotisé à côté de cette magique évocation du monde, surgissant des ténèbres. Ce miracle quotidien, si nous y réfléchissons, peut nous instruire sur bien d'autres phénomènes que nous regardons comme plus étranges parce qu'ils sont plus rares. Il porte avec lui le secret de toutes les grandes manifestations qui ont profondément troublé certaines époques et bouleversé tant d'esprits. En le méditant, bien des pensées se sont éclaircies, ou ont profondément troublé certaines époques et bouleversé tant d'esprits. En le méditant, bien des pensées se sont éclaircies en moi, sur le monde spirituel, sur la haute magie, sur les thaumaturges, leurs paroles et leurs actes, et bien souvent. En écrivant mon livre sur Cagliostro, je me suis rappelé ces révélations que le matin m'a faites sur la montagne. Là, c'est signé Mark Even. Alors, j'ai toujours Even, excusez-moi, c'est Mark Haven. Et voilà, donc il présente un petit peu, c'est un peu un teaser de son livre de l'époque. Mais c'est vrai que ça nous fait réfléchir sur son évocation de la donnée, où moi je m'attendais pas à ce qu'il écrive ça à la fin. Donc on sort un petit peu du sujet de Cagliostro, mais ça nous donne quelques leçons sur finalement qu'est-ce qu'est l'essentiel. Donc ça peut être intéressant. Comme promis, je vais essayer de vous trouver une petite nouvelle croustillante, une petite épopée, une petite chronique ou anecdote. C'est parti. Alors, je vous ai trouvé une petite nouvelle en 1910. Donc, c'était une nouvelle diverse dans le voile d'Isis, et il est écrit, donc c'est dans la chronique Nouvelles diverses. On ignore généralement qu'en 1898, en creusant les tranchées de la ligne métropolitaine Bastille-Étoile, donc pour ceux qui habitent à Paris, on mit à jour, aux environs de la tour Saint-Jacques, des caves et des laboratoires pourvus d'un matériel chimique très complet. M. Marcellin Berthelot, consulté, déclara que c'étaient là les restes des caves de Nicolas Flamel. Nous ignorons ce que tous ces objets précieux sont devenus. Mais n'est-il pas curieux de constater, une fois de plus, comment les vrais adeptes savent défendre leurs secrets, jusqu'à la mort,
Si même on admet que, contrairement à la tradition secrète, Nicolas Flamel soit mort. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, ici s'arrête donc cette vidéo. Pensez à liker si vous aimez ce type de contenu, à vous abonner si vous ne l'êtes pas et que vous souhaitez voir d'autres revues. Je vous souhaite en tout cas une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez. À bientôt sur Livres ésotériques anciens.